Je tenais d'abord à remercier l'Université pour tous de l'Artois qui nous accueille, non pas dans ces lieux comme nous le faisons depuis plus de 20 ans avec eux. C'est la première fois qu'on organise une séance chez eux en visioconférence. Alors, on a le plaisir d'accueillir. Alors, je remercie notamment Gérard Barbier, qui est le président de l'Université pour tous. Nous avons le plaisir donc d'accueillir Éric Roussel, pardon, qui est un spécialiste de De Gaulle, qui est un biographe de De Gaulle, qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et qui dialoguera avec Philippe Petit, qui est philosophe et journaliste, et qui lui posera un certain nombre de questions. Malheureusement, nous espérions accueillir également Jean-Luc Barré, qui est l'éditeur des mémoires de Gaulle. Il a un empêchement d'ordre professionnel au dernier moment, et malheureusement, il ne peut pas être avec nous. Voilà. Donc, vous aurez, comme vous l'a dit Myriam, la possibilité de poser des questions à la fin de la rencontre. Et puis, je laisse tout de suite la parole à Philippe Petit. Bonjour à tous. Donc, très heureux de recevoir Éric Roussel. Rappelons qu'il n'est pas simplement le biographe du général de Gaulle. Il a quasiment écrit sur les derniers présidents. Alors, mais il a aussi écrit sur Jean Monnet. Ça a été une biographie importante. Après, sur Georges Pompidou, sur Pierre Mendès France. Pardon. Sur Pierre Brossolette, grand résistant, sur François Mitterrand, sur Nicolas Sarkozy, sur Valéry Giscard d'Estaing et sur Charles de Gaulle. Sur Charles de Gaulle en particulier, je voudrais citer le dernier qui s'appelle De Gaulle, un monument français. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. C'est à mon sens excellent. C'est une synthèse qui n'est pas très longue, qui fait 120 pages, un peu plus, et qui condense, résume, à mon avis, tout ce qu'on peut dire sur le général de Gaulle en ayant un esprit, disons, à la fois ouvert et critique quand il le faut. Et ça permet d'avoir, disons, un accès sur une trajectoire hors du commun et sur une figure légendaire, disons, de notre histoire nationale. Mais ce qui a fait connaître Éric Roussel à propos du général de Gaulle, c'est évidemment sa monumentale biographie qui vient d'être éditée aux éditions Tempus, avec des archives qui n'avaient pas été explorées dans la précédente édition. Ça s'appelle tout simplement Charles de Gaulle, Éric Roussel de l'Institut aux éditions Tempus. Et on raconte que Françoise Giroud, alors qu'elle était malade, était alitée, c'était ces dernières années, et était totalement agrippée par la lecture de cette biographie. Et je confirme, là j'ai relu des passages absolument extraordinaire sur De Gaulle en Russie, sur De Gaulle en 68. On apprend des choses nouvelles parce que les aides de camp ont parlé, parce qu'on a trouvé, et puis parce que Éric Roussel a ce don, disons, de faire se mélanger, se tisser, ce qu'on pourrait appeler la grande histoire et la petite histoire, mais c'est plus fin que cela. C'est véritablement une manière d'entrer dans un monument, mais avec aussi ses défaillances. Je soulignerai au passage que De Gaulle reconnaissait lui-même qu'il avait eu que 2 grandes défaillances dans sa vie, au moment de Dakar, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis en 1968, durant les événements de cette époque. Alors, nous devions parler de Gaulle écrivain, nous allons en parler, mais pour plus de simplicité, et nous allons quand même étendre un petit peu notre sujet, et nous allons parler, disons, de Gaulle dans plusieurs angles, dans plusieurs aspects. Je vais d'ailleurs me contenter un peu de suivre le livre que j'ai cité tout à l'heure, De Gaulle, monument français, pour essayer de scander un petit peu notre propos, et ce qui permettra à Éric Roussel de rebondir. De Gaulle écrivain, et puisque Cité Philo se passe à Lille et que Arras n'est pas loin de Lille,
On peut rappeler, bon, bah, évidemment, que le général de Gaulle est né à Lille, mais dans le cadre de Cité Philo, on peut rappeler aussi qu'il était un lecteur de Bergson et que ses premiers ouvrages, enfin, notamment le fil de l'épée, sont empreints enfin, de cette lecture. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que la résonance bergsonienne, on la retrouve aussi dans les mémoires d'espoir, mais pour d'autres raisons, et peut-être nous aurons l'occasion de le rappeler. Ça, c'est un premier point. Alors, commençons, Éric Roussel, par le De Gaulle écrivain, et puis après, nous allons prendre des thèmes différents, De Gaulle et les Américains, De Gaulle, évidemment, du 18 juin, De Gaulle en 68, De Gaulle et le drame algérien, etc. Nous les prendrons dans l'ordre, rassurez-vous. Alors, De Gaulle écrivain, vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage, alors, il a toujours été, en un certain sens, écrivain, même dans sa jeunesse. On rappelle il était lecteur d'Edmond Rostand et il avait toujours eu cette propension, disons, à l'écriture et en tout cas à la lecture des classiques. Mais je voudrais démarrer, pour ne pas obscurcir le propos, sur ce que vous dites à propos de son premier ouvrage de 1932, enfin pas son premier ouvrage important qui s'appelle Le fil de l'épée. Vous dites, Éric Roussel, je crois, je cite de mémoire, que c'est en un certain sens son ouvrage le plus achevé. Pourquoi pensez-vous cela à propos du fil de l'épée, qui est un ouvrage très synthétique, qui est une réflexion évidemment sur la situation militaire de l'époque, mais qui est aussi profondément un traité de l'action, c'est-à-dire comment doit se comporter le chef dans l'action. Et donc, c'est quelque chose qui dépasse quand même la réflexion de Gaulle sur l'armée de métier et la nécessité, selon lui, de construire des blindés à une époque où personne ne l'écoutait. Alors, pourquoi le fil de l'épée est-il un ouvrage achevé, Éric Roussel? Bah, c'est peut-être pas finalement le plus achevé. On peut considérer quand même que les mémoires de guerre sont un livre plus, d'un point de vue formel, peut-être plus, oui, plus, pour employer votre expression, achevé. Je dirais que le fil de l'épée, c'est un livre central pour comprendre De Gaulle. Parce que finalement, bon, vous l'avez dit, c'est une réflexion au départ sur l'ordre militaire. Et puis, à mesure qu'on entre dans ce livre, on s'aperçoit, comme vous l'avez dit encore, que c'est au fond un traité de l'action, une sorte de bréviaire de l'action. Hein. Et il y a des formules tout à fait étonnantes qui annoncent finalement l'homme que sera De Gaulle. Par exemple, il y a cette formule c'est à soi-même que. J'ai oublié tout d'un coup, j'ai une lacune. De Gaulle, en tout cas, insiste, si vous voulez, sur le caractère. Oui, beaucoup. Comment? Beaucoup. Oui, le caractère au sens classique. Et ça recoupe d'ailleurs ce que vous avez dit tout à l'heure sur Bergson, sur l'influence qu'il a eue sur lui, l'importance de l'intuition. Et on retrouve tout ça effectivement dans ce livre le fil de l'épée. Oui, je crois que la citation elle me revient. Face à l'événement, c'est en soi-même que. Non, pardon, j'aurais dû la noter, je la retrouve pas. Enfin, en tout cas, l'idée centrale, si vous voulez, de ce livre, c'est que comment dire, que les compétences, au fond, ne suffisent pas et que pour être un grand homme, eh bien, il faut y ajouter naturellement aussi des occasions, des opportunités, parce que sinon ça tourne à vide, mais aussi un grand caractère. Et c'est ça finalement que la leçon principale de ce livre, je crois. Alors, restons un peu sur De Gaulle écrivain. Bon, il est réputé écrire avec difficulté, il reprenait ses phrases, il raturait beaucoup, et en même temps, ses influences littéraires
nous les connaissons à peu près toutes. La première, c'est peut-être Charles Péguy, en dehors, disons, des grands classiques français, notamment les moralistes. Il a lu les moralistes du XVIIe siècle, notamment. Oui, De Gaulle est nourri, et puis il est nourri aussi, comme tous les gens cultivés de son époque, d'une culture qui remonte aussi aux classiques grecs et latins. Hein. On retrouve ça aussi dans, dans son écriture. Oui, De Gaulle est vraiment l'homme du grand siècle, soit du grand siècle français. C'est très frappant. On voit qu'il y a un intérêt. On sait effectivement, comme vous l'avez dit, à peu près quelles étaient ses lectures, puisqu'il les a beaucoup commentées. Il a laissé énormément de notes qui ont été ensuite, après sa mort, publiées par son fils, l'amiral de Gaulle. Donc, on peut se faire une idée de sa culture. Et c'est très frappant, en effet, de voir à quel point le XVIIe siècle français est présent. Et il y a quelque chose qui est très frappant, c'est l'analogie avec quand on lit, par exemple, le testament politique du cardinal de Richelieu, eh bien, qui est aussi une sorte de bréviaire de l'action, enfin de manuel de l'action. On a l'impression de lire De Gaulle. C'est exactement avec cette idée aussi qui est commune, à mon avis, à Richelieu et à De Gaulle, que le pouvoir, finalement, a toujours une dimension sacrificielle. Voilà, ça, je crois que c'est assez fondamental et on retrouvera ça. Enfin, j'insiste pas maintenant, peut-être qu'on parlera notamment de l'affaire d'Algérie, des problèmes de conscience que le général a eu pendant la guerre, à propos, voilà. Mais ça, je crois que c'était très présent dans son esprit. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un homme qui a des convictions religieuses très affirmées, qui s'accompagnent aussi de ces complexes. Hein, son tempérament, on le sent bien, le porte vers un certain nihilisme. Mais c'est un nihilisme, au fond, qui est assumé, transcendé par une foi qui est... Bon, personne ne peut dire exactement, De Gaulle était très pudique, jusqu'où ça allait. En tout cas, il a été façonné quand même par cette foi qu'il avait héritée d'ailleurs de sa famille. Et on voit très bien, alors, à contrario, vous avez parlé de ça, oui, de sa culture. Procédons, si vous voulez, chronologiquement. Moi, ce qui me frappe beaucoup, on ne le dit pas suffisamment, c'est que finalement, son indifférence, voire on peut aller plus loin, son allergie au XVIIIe siècle français. Tous les philosophes, à chaque fois qu'il y a des mentions, enfin des allusions dans ses écrits à Voltaire, à Rousseau, c'est toujours extrêmement négatif, notamment pour Voltaire. Est-ce qu'il connaît Diderot? C'est pas, il y a quelques allusions. Même Montesquieu qui est quand même l'esprit sans doute le plus profond des Lumières françaises, il n'en a pas il le cite de temps en temps, mais enfin, on n'a pas l'impression que c'est fondamental pour lui. Donc, ça conduit à penser que ça renforce encore cette influence du grand siècle, finalement, sur lui. Et puis, alors, pour en arriver à une période plus contemporaine, il y a évidemment le 19e siècle, et principalement Chateaubriand, qu'il a toujours beaucoup pratiqué, même à une époque où, sous la Troisième République, Chateaubriand n'était pas vraiment en odeur de sainteté, notamment à l'université. Et alors, bon, il a énormément lu, mais il y a, on peut dire, quelques auteurs contemporains contemporains de son époque qui l'ont influencé, marqué. Le plus évident, c'est Charles Péguy. Péguy, il l'a avoué vraiment. On trouve trace de cet aveu, notamment dans le livre d'Alain Perfit, c'était De Gaulle. Il dit à Alain Perfit que c'est vraiment l'auteur qu'il a le plus admiré, qui l'a le plus marqué, à la fois par son style, une sorte de style psalmodier, et puis la conception, au fond, que Péguy avait de l'histoire de France, c'est-à-dire une histoire de France. Péguy appartenait au courant nationaliste, mais c'était par opposition au nationalisme de l'Action française de Maurras,
un nationalisme qui était émotif, sensible, et puis qui surtout qui reposait sur l'idée suivante, à savoir que l'histoire de France formait un bloc et qu'on pouvait pas, qu'elle était insécable en quelque sorte, et qu'on ne pouvait pas en retrancher tel ou tel épisode qui, selon ses goûts, et notamment exclure la Révolution française. Et de fait, De Gaulle, comme c'est son père, notamment, il y a de son père, il y a des allusions très négatives à la Révolution. Il dit même que dans son essence, elle était satanique. Ça montre bien quand même quel était l'état d'esprit. Alors, De Gaulle ne va pas jusque-là, mais enfin, il y a une allergie à la Révolution. Mais cela dit, il y a certaines figures de cette époque, comme Carnot, par exemple, qui font partie d'une sorte de panthéon personnel, si vous voulez. Les soldats de l'an 2. Les soldats de l'an 2, voilà. Et puis, alors, donc il y a Péguy, il y a Barrès, les références sont moins appuyées, mais c'est quand même assez évident. C'est la même chose. Barrès se rattache aussi à il a été l'un des chants de ce nationalisme, pas toujours d'ailleurs bien inspiré, de ce nationalisme très sensible, émotif, et ce que l'on retrouve par exemple dans enfin, il y a beaucoup d'œuvres, notamment on trouve une expression un peu lyrique dans un livre qui s'appelle la colline inspirée. Et quand on lit De Gaulle, on se rend compte, notamment, par exemple, la fin des mémoires de guerre, c'est presque, on a l'impression je ne vais pas dire pas d'un plagiat, enfin ça a une forte analogie avec ce que l'on peut lire dans la colline, avec les actions de la colline inspirée. Et il y a un autre indice de l'influence que Barrès a eu sur lui. D'ailleurs, c'est assez compréhensible parce que Barrès aujourd'hui est tombé dans un oubli assez important. Oui. Mais il faut dire qu'à son époque, il était l'écrivain de référence, et pas seulement d'ailleurs, comme on le croit souvent, de la jeunesse nationaliste. Non, ça dépassait. Puis il y a eu plusieurs Barrès. Il y a un Barrès nihiliste, il y a un Barrès esthète, et ce Barrès nihiliste, enfin esthète en tout cas, séduisait par exemple quelqu'un comme Léon Blum. Léon Blum, oui. Ils se sont fâchés pendant l'affaire Dreyfus quand même et réconciliés après. Ils se sont réconciliés, oui. J'ai retrouvé leur correspondance, je crois que c'est incroyable. Oui, on voit bien qu'il y avait voilà, ça transcendait les. Et puis Barrès a écrit un livre qui est très peu connu, qui s'appelle Les diverses familles spirituelles de la France. C'est un livre qu'il a écrit à la fin de la Grande Guerre, et il développe cette idée que, au fond, la guerre a permis à des familles politiques et spirituelles opposées de se retrouver, au fond, dans ce qu'on a appelé l'union sacrée. Et donc, il en tire la conclusion que la France en sera métamorphosée, quoi. Et au fond, c'est une idée aussi qui est assez centrale chez De Gaulle. On revient à cette idée que l'histoire de France est une et qu'il faut l'accepter dans sa diversité. Et ce livre de Barrès, Les diverses familles spirituelles de la France, là, certainement, je ne crois pas qu'on puisse le prouver. Il n'y a pas une allusion directe, mais c'est assez évident. Autre indice, c'est qu'il a choisi comme premier biographe le fils de Maurice Barrès, Philippe Barrès, qui était un des journalistes d'ailleurs qui avait bien vu, il était journaliste en Allemagne notamment, ce qu'allait devenir malheureusement le national-socialisme. Et il a écrit ce livre qui a été publié la première fois aux États-Unis dès 1941. Une précision sur le livre de Barrès que vous évoquez à l'instant, il est disponible en livre de poche. C'est un livre qui a été réédité récemment. Les diverses familles spirituelles de la France. Absolument. Ah bon, c'est une très bonne nouvelle. C'est pas l'édition livre de poche, mais c'est un poche. J'ai oublié si c'était oui, je crois que c'est un plus. Il avait été réédité par dans la collection de l'Imprimerie nationale de Georges Duby, avec une très bonne préface de Pierre Milza. Alors là, mais je crois que c'est Tempus, comme votre. C'est possible, oui. Je pense. Alors, en tout cas, il a été réédité. Tant mieux, parce que c'est un livre qui permet de comprendre De Gaulle.
à mon Oui, avis. Oui, oui, et puis peut-être aussi un peu Léon Blum indirectement. oui, oui, enfin, la sensibilité, en tout cas, d'une époque. La Alors, sensibilité des De Gaulle n'a pas pu échapper. Et puis, alors, il faut le dire, bon, c'est aussi un tabou. Enfin, ce tabou est en train, à mon avis, de s'effondrer. Mais enfin, il est évident aussi que De Gaulle a lu Maurras. On peut pas le nier. On en a d'ailleurs il y a d'ailleurs des tas d'indices. Même la sœur du général Agnès Caillot de Gaulle, il a dit mon frère a été marqué par Maurras au fond, jusqu'à l'accord de Munich en 1938. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est. Alors, ça ne veut pas dire que De Gaulle était d'accord entièrement avec Maurras. Ça serait ridicule de le soutenir. Il est évident qu'il n'y a aucun indice chez lui d'antisémitisme. Le nationalisme dont il se réclame n'est pas celui de Maurras, c'est aussi évident. Cela dit, il est aussi évident qu'il a été marqué par la critique, d'une part par la critique du parlementarisme qui a été faite par Maurras, et en cela d'ailleurs, il n'était pas le seul. Enfin, c'est quelque chose qui a marqué toute une génération. Par exemple, François Mauriac, dans ses mémoires intérieures, il me semble, dit qu'il a été en tout point opposé toute sa vie au courant d'Action française, et à Maurras en particulier. Mais il dit sur ce point-là, j'étais d'accord avec lui. Et il dit aussi que Mauriac dit qu'il s'est trouvé aussi toujours d'accord avec la politique étrangère prônée par Maurras. Et c'est aussi assez évident de la part de Gaulle. Notamment, un disciple de Raymond Aron, Pierre Asner, a écrit un article il y a une quarantaine d'années qui démontrait d'une façon quasi mathématique, au fond, tout ce que la politique étrangère de Gaulle devait à certains écrits de Maurras, et notamment à un livre qui s'appelle Qui a l'étranger, et dans lequel Maurras explique au fond que le rôle traditionnel, séculaire de la France, est au fond de s'appuyer sur les petits pays contre les grandes puissances. Et c'est bien ça, finalement, là, ce que sera la politique étrangère de Gaulle. Et puis, il y a un autre indice, c'est ce que plusieurs témoins de l'époque ont entendu. Je me souviens que Maurice Schumann disait souvent qu'il avait entendu le général dire « Maurras est devenu fou à force d'avoir raison ». Donc, si vous voulez, je crois que c'est une excellente formule qui montre à la fois l'influence et puis la limite de l'influence. Oui, mais sur la politique étrangère, oui, d'autant plus qu'il y avait aussi l'influence de Bainville, si je crois. Oui, alors Bainville, si vous voulez, c'est un écrivain historien qui était dans l'orbite de l'Action française, mais qui était même très proche de Maurras, mais qui s'en distinguait tout de même, d'abord par le tempérament, parce qu'il n'avait pas Maurras et Léon Daudet, par exemple, étaient des gens extrêmement violents dans l'expression de leurs sentiments. Sous la plume de Maurras, malheureusement, il y aura, on le sait, de véritables appels au meurtre pendant la guerre, et même avant d'ailleurs. Léon Daudet, c'était plus cocasse, j'allais dire. Enfin, c'était aussi souvent extrêmement violent. On ne trouve pas dans Bainville, indépendamment des livres d'histoire qu'il a écrit, notamment sa vie de Napoléon et puis son histoire de France, qui a nourri toute une génération. Bainville a été un grand journaliste, il collaborait beaucoup à la presse, mais on trouve c'était quelqu'un d'assez mesuré dans son expression. Et au fond, Bainville a été un auteur qui a, j'allais dire, servi de relais entre les idées de Maurras et le grand public, quoi. Qui les a fait passer, voilà, qui les a rendus, j'allais dire, acceptables. Un tout petit mot pour revenir une minute sur Charles Péguy. L'influence de Péguy, c'est aussi beaucoup le Péguy auteur de l'argent. Oui, c'est ça, oui, aussi. Oui, on retrouve... et là, alors, puisque vous faites allusion à ce livre, ça évoque aussi, si vous voulez, le milieu où est né De Gaulle. Et ça explique beaucoup de choses.
parce que c'est un milieu qu'on a de la peine à imaginer aujourd'hui, parce que ces bases sociologiques n'ont pas complètement disparu, mais enfin, se sont quand même beaucoup rétrécies. Le milieu de De Gaulle, les De Gaulle, c'est un milieu ce sont des gens de l'ancienne bourgeoisie, c'est-à-dire que c'est un milieu de magistrats, enfin, essentiellement d'hommes de robe, qui, avant la Révolution française, penchent plutôt du côté de ce qu'on appelait les idées nouvelles, et mal leur en prend d'ailleurs, parce que l'arrière-grand-père du général, qui était plutôt favorable aux philosophes, il va être ruiné par la Révolution et l'Empire. Ses descendants n'arrivent pas d'ailleurs à redresser la situation. Et au niveau du grand-père du général, qui était chartiste, on voit que ce sont des gens qui vivent dans une grande précarité. J'ai retrouvé, ils déménagent 27 fois dans Paris. Et on voit qu'ils sont poursuivis certainement par le FI. Enfin, ils ont des problèmes. En réalité, ce sont des gens qui ont des rapports avec l'argent difficiles parce qu'au fond, ils ne savent pas le gérer. Ce sont des gens qui sont à la fois, qui campent sur des positions catholiques intransigeantes, on dirait presque intégristes aujourd'hui, et qui en même temps, peut-être parce qu'ils ont été marqués par une existence qui les a amenés à côtoyer d'autres milieux et à partager leurs problèmes, qui en même temps ont une sensibilité sociale, en tout cas une vraie charité. Et on voit ça dans la grand-mère du général, qui a été Joséphine, qui a écrit énormément de romans, enfin, aujourd'hui tombé dans l'oubli, enfin un peu pour reprendre l'expression de l'amiral de Gaulle, dans le genre de la comtesse de Ségur, en plus édifiant. Normalement, elle aurait dû. Ce sont des livres qui avaient un assez grand succès. Normalement, elle aurait dû pouvoir en vivre. Son mari aussi, parce qu'il avait écrit une histoire de Paris, notamment, qui s'était bien vendue. Mais c'était des gens qui étaient certainement mal organisés. Bon, en tout cas, ils ont eu une existence difficile. Et là, pour en revenir à la grand-mère du général, il est établi qu'elle a eu qu'elle était en relation avec Jules Vallès, ce qui est assez étonnant. Et Jules Vallès, d'ailleurs, qui vante dans un de ses écrits la qualité d'âme de la grand-mère du général. Il dit que c'est une âme d'élite. Et alors, de la part, évidemment, de Vallès, c'est assez étonnant. Et au moment de la mort de Proudhon, Joséphine de Gaulle aussi aura des mots assez sympathiques pour celui qui a écrit La propriété, c'est le vol. Donc, si vous voulez, c'est un milieu qui est difficile aujourd'hui à imaginer, parce que c'est un milieu au fond, très vieille France, mais où les valeurs de l'esprit, finalement, transcendent tout, et où l'argent est tenu en suspicion, même si, bon, il y a aussi pas complètement, à la génération suivante, il y aura quand même un rétablissement de la fortune par des alliances, notamment, puisque la famille Maillot, la famille maternelle du général, était sensiblement plus fortunée que les De Gaulle, comme l'atteste d'ailleurs la belle maison où est né le général à Lille en 1890. On peut à nouveau visiter. Alors ça explique, si vous voulez, effectivement qu'un livre comme L'argent de Péguy ait marqué le général, parce que ça, voilà, c'était sa sensibilité, c'était la sensibilité qu'il avait héritée des siens. Alors, Le fil de l'épée, donc 1932, encore un petit mot sur ce livre. Je crois que le général de Gaulle avait lu Nietzsche aussi, en plus de Bergson. Oh oui, il avait lu Nietzsche. D'ailleurs, on trouve, là j'anticipe, quand il se retire quelque temps en Irlande après son échec de Ah oui? 1969, le 18 juin, il est invité à déjeuner par l'ambassadeur de France, Emmanuel Darcourt, qui est compagnon de la Libération, qui a organisé un déjeuner intime avec quelques personnes de l'ambassade avec lui. Et En donc, Irlande, hein? En Irlande, oui, à Dublin. Et le général est invité à écrire quelques mots sur le livre d'or de l'ambassadeur. Et il écrit, il y a deux formules, et il y a notamment cette formule de Nietzsche: rien ne vaut rien, il ne se passe rien, mais cependant tout arrive, mais cela est indifférent. C'est là où on voit quand même le nihilisme du Incroyable. général. Et ce nihilisme au fond, qu'il a toujours transcendé, mais qui réapparaît dans des moments
de troubles, si vous voulez, comme c'est évident qu'après cet échec de 1969, le général ça n'a pas été très agréable pour lui parce qu'il aurait. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Oui, on en reparlera tout à l'heure, mais je voulais souligner cet aspect-là parce que voilà. on a parlé de la foi catholique. Il faut imaginer le contexte. Donc Peggy, Nietzsche, Bergson, il y a quantité il avait aussi une assez bonne connaissance de la littérature allemande. Il était très tourné vers l'Allemagne, beaucoup plus que vers Alors, il y a aussi quelque chose, oui, qui est assez évident. C'est une indifférence et aussi une allergie au monde anglo-saxon. Ça, c'était bien. Et d'ailleurs, ça vient c'est la culture de l'époque, hein, en particulier de tout ce qui vient de l'action française. Enfin, pas seulement de l'action française, enfin, disons que tout courant nationaliste, et puis c'était peut-être commun finalement à la société française finalement. Au fond, l'Angleterre était quand même perçue comme l'ennemi héréditaire. Hein. Il y avait eu l'entente cordiale, mais enfin c'était récent. Et alors ne parlons pas des États-Unis. Alors les États-Unis, c'était l'abomination de la désolation, c'était un monde de perdition, des gens vulgaires, des gens. Enfin, là, il faut bien dire que ce sont des idées un peu plaquées. Bon, puis les gens, vous savez, il y avait très peu de gens qui voyageaient. Au XIXe siècle, il y avait guère que Chateaubriand, Talleyrand qui connaissaient les États-Unis, des gens comme ça. Ils le connaissaient à cause de la Révolution, mais on n'allait pas faire des voyages d'agrément aux États-Unis, et Tocqueville, évidemment, Tocqueville. D'accord. Alors, comment vous expliquez, après le fil de l'épée, bon, qui a eu quand même une certaine résonance, il va s'obstiner à essayer de convaincre les uns et les autres sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la construction de blindés et la nécessité de ne pas s'en tenir plus tard au mythe de la ligne Maginot, etc. Il n'arrivera pas à convaincre Léon Blum, mais malgré tout, il est incroyablement obstiné. Quoi. Il va dans les cabinets. Oui, si vous voulez, il ne faut pas imaginer De Gaulle, c'est pas quelqu'un qui est enfermé dans son cabinet de travail et qui n'en sort pas. Hein. Et en cela, il est très différent de quelqu'un qui l'a marqué, qui était très différent de lui, qui est complètement inconnu de la grande histoire, qui était le colonel Meyer. Ça montre bien, d'ailleurs, le colonel Meyer était un polytechnicien qui est plutôt libre penseur, plutôt orienté à gauche, et qui avait beaucoup réfléchi sur les problèmes militaires. Et c'est ainsi qu'il a rencontré le général. Et puis il avait une sorte de petit cénacle, petit salon littéraire qui réunissait autour de lui chaque semaine, et où il y avait des gens assez divers. Il y avait aussi bien des gens qui sont peut-être un peu oubliés aujourd'hui, comme Daniel Halévy. Et ce colonel Meyer a d'ailleurs servi de modèle à Roger Martin Lugard lorsqu'il a écrit son roman posthume, le colonel de Montmort. Enfin, je ferme la parenthèse. Mais le colonel Meyer est un esprit intéressant, brillant, mais enfin qui en dehors de ses fonctions militaires est resté, si vous voulez, un peu dans son cabinet de travail. De Gaulle, c'était pas ça. De Gaulle, c'était un écrivain. Enfin, il se voulait écrivain très très tôt. Mais c'était un homme d'action, et donc il avait des idées pour la France. Donc il considérait, il n'avait pas tort, qu'il y aurait certainement à terme un nouveau conflit avec l'Allemagne, que la France était mal préparée et qu'elle ne voulait pas voir en face les problèmes stratégiques et notamment la nécessité de se doter de l'arme blindée qui commence Et donc il a entamé cette croisade au début des années 30, et en essayant de multiplier les contacts. Alors pas seulement, et c'est là où on voit ça, c'est très intéressant, cette croisade que De Gaulle commence à livrer à ce moment-là, parce que ça renvoie notamment au livre de Barès, les diverses familles spirituelles de la France. De Gaulle vraiment s'adresse à tout le monde. Il va voir aussi bien Marcel Déat, qui était un nouveau socialiste qui malheureusement évoluera très mal et deviendra ultra collabo, que les gens de droite, le grand journal de l'époque, c'est l'Écho de Paris, là, de Gaulle a des solides soutiens, mais il va voir aussi Léon Blum pour essayer de le convaincre.
Alors, il n'aura pas beaucoup de succès, avec notamment avec les républicains, notamment ceux de gauche, socialistes, notamment les radicaux, parce que, au fond, dans ce livre, Bernard Métier, il a sans doute commis une erreur, si vous voulez, à mon avis, de présentation. C'est à la fois un livre qui soutient l'idée qu'il faut se doter de l'arme blindée et puis faire une armée de métier, c'est-à-dire une armée fondée sur des professionnels. C'était peut-être pas une idée fausse, mais tactiquement, dans le climat de l'époque, c'était très risqué parce que la gauche, notamment, on était encore aux idées de Jaurès, que Jaurès avait développé dans l'armée nouvelle, c'est-à-dire fondée au fond sur sursaut populaire, enfin sur la défense nationale devait être l'affaire de toute la nation. Donc la gauche, et notamment Léon Blum, se méfiait beaucoup des prétoriens. On pensait que ça avait même un peu des relents vaguement fascistes. Donc quand De Gaulle, si vous voulez, agite cette idée, autant son idée, l'idée qu'il développe sur les blindés peut retenir l'attention dans une certaine mesure, autant l'autre versant, si vous voulez, de sa réflexion sur l'armée de métier suscite une certaine réserve, enfin une incompréhension en tout cas. Donc là, il y a peut-être eu une erreur tactique de sa part. Mais enfin, en tout cas, ce livre montre bien, si vous voulez, qu'il n'a pas que son but, c'est pas d'écrire des livres, de prendre sa retraite et puis d'écrire des livres de réflexion philosophico-militaire. Non, c'est de jouer un rôle. D'ailleurs, il y a quelque chose de très frappant, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, c'est que dans l'un de ses tout premiers écrits, c'est un texte qui s'appelle La campagne de France, qui est relativement long quand même, qu'il a écrit à 15 ans. Il s'imagine, il se met en scène en disant, sous les traits il dit, le général de Gaulle, dans ce texte, sauve la France. Donc c'est quelque chose de... 15 ans 15 ans, oui, à 15 ans. Il s'imagine dans la peau du général de Gaulle sauvant la France avec le général de Boisdeffre, ce qui est assez étonnant, parce que le général de Boisdeffre était un personnage un peu controversé de l'affaire Dreyfus. Mais enfin, en tout cas, bon, il y a cette prémonition de son rôle absolument extraordinaire. Donc ça montre bien, si vous voulez, que dès le départ, De Gaulle, au fond, De Gaulle a passé son temps à s'imaginer et à se préparer au rôle qu'il a finalement tenu. D'ailleurs, il y a un aveu, après la guerre, quand il était à Colombey, il se promenait dans la campagne avec son aide de camp de l'époque, qui s'appelait Claude Guy, qui l'a rapporté dans son journal. Claude Guy, lors d'une promenade, dit au général, mon général, est-ce que je peux vous demander quand vous avez pensé devenir chef de l'État? Et alors De Gaulle réfléchit une minute, ça ne dure pas très longtemps, et il se tourne vers Claude Guy et lui dit, à vrai dire, cher ami, depuis toujours. Donc, si vous voulez, il n'a cessé. Et c'est fondamental pour comprendre le personnage, parce que c'est un personnage qui était extraordinairement préparé à son rôle, et ça permet de comprendre, au fond, comment quand le désastre de 1940 arrive, finalement, il y a quelque chose de fascinant. D'ailleurs, c'est pratiquement sans exemple, je crois, dans l'histoire. Au milieu de cette défaite, qui est la défaite la plus importante qu'ait jamais connue la France, on l'oublie, ce personnage va surgir finalement, alors qu'il est quasiment inconnu, sauf des milieux un peu spécialisés, enfin, politiques, intellectuels, et encore, il n'a pas une immense réputation. Comment il va s'imposer et prendre le flambeau de la résistance, s'imposer aux Anglais, enfin, ça a quelque chose d'inouï en quelques jours. Et on se dit, quand on regarde les choses de près, on se dit que ça ne pouvait être le fait que quelqu'un qui était extraordinairement préparé d'un point de vue intellectuel et aussi psychologique. Il est tout de suite, en fond, entré dans son rôle. Et tout ce qu'il écrit depuis sa prime jeunesse, au fond, je vais dire, ce sont un peu des galops d'essai. Enfin, il y a toujours cette idée qu'un jour, il y a une sorte de prédestination chez De Gaulle. Oui. Évidemment, on peut dire s'il n'y avait pas eu la guerre, peut-être que il n'aurait pas eu l'occasion de démontrer l'ampleur de sa personnalité. Oui, ça c'est possible. Mais enfin, en tout cas,
encore une fois, c'est fascinant de voir à quel point il s'est préparé au rôle qu'il a joué. Alors, votre chapitre, passons maintenant à la France libre. Votre chapitre consacré à la France libre dans De Gaulle, monument français, s'appelle Seul contre tous. Ça rejoint votre propos. Et vous citez cette phrase du général de Gaulle: ne jamais plier, notre seule arme est l'intransigeance. Et ce qui vous frappe, et ce qui nous frappe tous avec le recul, c'est que, après avoir narré un peu, disons, la formation du général de Gaulle, on observe qu'il a su s'affranchir à ce moment-là des préjugés des siens, des préjugés de son époque, et s'associer à des figures venues d'un tout autre horizon que le sien, et qui étaient les premiers Français de la France libre, qui venaient effectivement de tous les horizons. Et ça, c'est aussi quelque chose, je crois, qu'il faut pointer fortement. Oui, encore une fois, il s'y était quand même préparé, si vous voulez, puisque il a toujours soutenu cette idée que le sentiment national, au fond, n'excluait personne, enfin, ne devait exclure personne. Il y a cette idée de rassembler tout sur l'idée de patrie, voilà, c'est quelque chose d'assez simple finalement. Au fond, tous les gens de bonne volonté. C'est un peu ce qui se passe en juin 40. Mais il faut dire quand même que De Gaulle, si vous voulez, sociologiquement, il n'est pas d'un milieu de gauche, c'est absolument évident. Il vient d'un milieu traditionnaliste, catholique. Il est quand même plutôt habitué à, même si au moment de cette croisade là, pour l'arme blindée, pour l'armée de métier, il a pris des contacts un peu partout. Enfin, son monde, c'est quand même un monde extrêmement traditionnel. C'est la vieille France, quoi. Il le dit d'ailleurs il y a des conversations avec des diplomates anglais. Il dit bon, le monde dont je viens, ce sont les hobereaux, finalement, les hobereaux, c'est-à-dire c'est une sorte c'est quelque chose entre la bourgeoisie et la petite noblesse, mais qui s'oppose, si vous voulez, et ça, De Gaulle insistait souvent là-dessus, qui s'oppose au fond à la grande aristocratie parisienne, enfin tout ce qui au monde qu'on trouve dans Proust, si vous voulez. C'était pas du tout évidemment le monde de Gaulle. C'est un monde très particulier, très traditionnel, assez plus provincial que parisien. Ça a été sans doute aussi renforcé par son mariage avec Yvonne Vendroux, qui venait d'une famille alors assez fortunée, elle, du nord de la France, famille notamment d'armateurs. Voilà, donc il vient de ce milieu qui est quand même très... Il faut imaginer la France de ces années-là, si vous voulez, où les clivages sociaux étaient beaucoup plus marqués qu'ils le sont aujourd'hui. Même si aujourd'hui il y a des différences de fortune importantes, il y a quand même une mobilité qui était complètement impossible, qui est difficilement imaginable à l'époque. Et quand De Gaulle arrive à Londres, il vient effectivement de ce milieu qui est le sien, et puis il se trouve avec des gens, alors il y a quelques officiers d'Action française, un peu comme lui, il arrive notamment dans le même avion, le petit avion qui l'emmène vers l'Angleterre, le 17 juin, il y a son aide de camp, Geoffroy de Courcelles. Geoffroy de Courcelles, sociologie, c'est quelqu'un qui vient un peu du même monde que De Gaulle. Et puis autour de lui, il y aura des officiers de tradition, Philippe de Holclock, qui deviendra le maréchal Leclerc. Il y a l'amiral Thierry d'Argentlieu. Alors, Thierry d'Argentlieu, c'est même encore plus marqué, puisqu'il était même supérieur, il a eu plusieurs vies, il était supérieur des Carmes dans une première vie. Puis il redeviendra, enfin, il rentrera de nouveau dans les ordres. Bon, c'est une sorte de moine soldat, lui. Et ce sont des gens, Thierry d'Argentlieu et Leclerc, qui viennent vraiment clairement du courant d'Action française. Il y a aussi Étienne de Bois-Lambert. Étienne de Bois-Lambert, c'est le mec qui finira grand chancelier de l'Ordre de la Libération. Lui, c'est un aventurier, c'est un grand chasseur. Il est même cagoulard, lui. Donc, c'est vraiment extrême droite. Enfin, même après ça, il y aura sans doute une métamorphose. Mais enfin, c'est pour imaginer le colonel Passy aussi, de Wavrin, qui va devenir qui est un peu polytechnicien, qui appartient à une grande famille du Nord, qui rejoint De Gaulle dès cette époque, vient aussi de ce milieu plutôt de droite, un peu maurassien.
Mais à côté de ça, et pratiquement dès le 19 juin, il y a autour de De Gaulle des gens qui viennent d'un horizon tout à fait différent. Il y a par exemple Georges Boris, qui a été une personnalité marquante de l'entre-deux-guerres, qui était à la tête d'un journal qui s'appelait La Lanterne, qui était un journal vraiment de gauche, engagé à gauche, qui a été l'ami de Léon Blum, et surtout le mentor et l'ami de Pierre Mendès, qui deviendra le mentor et l'ami très très proche de Pierre Mendès France. Alors Boris en plus est juif, il est de gauche, il est absolument aux antipodes de Gaulle, et pourtant il va avoir un rôle très, très rapidement au sein de la France libre. Il y a René Cassin qui est juif aussi, qui est un professeur de droit, lui qui est déjà assez connu et qui vient du courant radical. Donc le radicalisme, c'est complètement étranger au général. On pourrait multiplier. Il y a quelqu'un de moins connu à l'époque, qui est Jacques Soustel. Jacques Soustel, qui est un brillant, un jeune normalien, et qui a été un militant antifasciste, enfin, qui vient vraiment d'une gauche intellectuelle et engagée. Donc il y a, si vous voulez, tout cette espèce, une sorte de kaléidoscope autour de Gaulle en juin 40, et il a sans doute parce qu'il s'est préparé à ce rôle, il arrive assez rapidement quand même à fédérer au sein de la France libre tous ces éléments assez divers. Alors, suivons l'ordre chronologique pour l'instant. Parlez-nous un peu de Gaulle et de Churchill. Il y a un moment, une scène amusante dans votre livre, parce que les interprètes parfois parlent non pas à leurs dépens, mais parlent pour l'histoire. Et vous racontez une scène entre De Gaulle et Churchill où un des interprètes dit qu'il avait eu affaire à deux fous, tellement ils s'engueulaient, tellement leur colère était forte. Ça, c'est le premier point, que vous prendrez d'ailleurs en deuxième. Mais l'autre point, je voulais souligner avec vous quand même l'accueil qui a été fait à De Gaulle par les Anglais. N'a pas été très, très chaleureux dans la presse. Justement, on soulignait non pas les gens qu'il avait fédérés, mais plutôt ses attaches d'extrême droite dans la presse, enfin d'extrême droite, disons de droite traditionnelle, en tout cas dans la presse anglaise. Oui, quand il arrive, il y a des articles qui sont en général peu aimables, parce que il est quand même marqué à droite. Et donc, il est classé finalement comme un officier, oui, maurassien. Je crois qu'il y a un article là. Oui, il y a une histoire d'ailleurs assez, que je ne sais pas si je le raconte dans ce petit livre, mais en tout cas, je le raconte dans l'autre, dans la biographie. Ça renvoie tout à fait à la fin, au dernier acte de la vie de De Gaulle, quand il va voir Franco en 1969, c'est quelques mois avant sa mort. Le soir de sa visite à Franco, il est l'invité des enfants, de la veuve de Gregorio Marañón, qui était un grand intellectuel espagnol, qui avait une admirable maison qui dominait le Tage à Tolède. Et alors, la famille de Marañón reçoit le général à dîner, et il y a notamment, parmi les membres de cette famille, un citoyen britannique, qui est le gendre de la maîtresse de maison, et le général le repère tout de suite. Il lui dit, monsieur, quand je suis arrivé en Angleterre, vous avez écrit un article sur moi qui n'était pas spécialement aimable. Alors évidemment, ça a jeté un froid. Et on a vu en tout cas qu'il avait une mémoire d'éléphant, puisqu'il avait fait le rapprochement entre cet article qui n'était pas aimable et le personnage qu'il avait en face de lui. Et donc, oui, il n'a pas été bien accueilli, si vous voulez, par la société britannique. C'est d'ailleurs pour ça, petite parenthèse, qu'il en a tant voulu à quelqu'un comme Paul Morand, parce que Paul Morand, qui était en mission là-bas, une mission d'ailleurs qu'il n'assumait pas vraiment, parce qu'il s'occupait de bien d'autres choses, mais Morand, du fait de sa notoriété, et notamment dans la société britannique, aurait pu lui ouvrir des portes. Il ne l'a pas fait, il a refusé de le... André Mauroy aussi, André Mauroy qui était à l'époque un écrivain très, très connu et qui servait vraiment de lien entre la France et la Grande-Bretagne.
Mon roi, bien que juif, a refusé parce que, sous un prétexte qui peut paraître absolument futile, au motif que le maréchal Pétain avait favorisé son élection à l'Académie française. Voilà quoi se ramènent les choses. Bon. Et donc, De Gaulle, si vous voulez, n'avait pas la porte d'entrée dans la société britannique. Il le voyait comme un... Là aussi, il faut s'imaginer, la société britannique, elle a évolué, mais c'était une société, surtout à l'époque, extrêmement stratifiée, et avec très, très clivée. Alors, finalement, sa chance, ça a été de rencontrer Churchill, parce que Churchill était un personnage, oui, qui appartenait à cette haute aristocratie britannique, mais c'était aussi un personnage un peu extravagant. Il était aussi à moitié américain. Alors, ça ne me prédisposait peut-être pas à comprendre De Gaulle, mais c'était un personnage qui était aussi nourri d'histoire. Alors, évidemment, ce n'était pas exactement la même, c'était surtout l'histoire des peuples de langue anglaise, puisqu'il avait consacré un livre, c'était sa grande idée, à cet aspect. Mais c'était quelqu'un qui vivait dans l'histoire. Puis il avait écrit aussi, il avait écrit des livres. Alors il n'écrivait pas comme De Gaulle, il dictait plutôt. Et puis il avait une équipe autour de lui, c'était plutôt un homme de... Enfin, il avait c'était ce qu'on appelait autrefois une entreprise de librairie. C'est-à-dire, Churchill, il en vivait d'ailleurs de ses livres avant la guerre. Il avait des goûts très dispendieux, contrairement à De Gaulle. Non, il y avait de grandes différences entre eux, mais c'était quand même un homme de culture et un homme nourri d'histoire comme De Gaulle. Donc, quand ils se sont rencontrés, il y a eu quelque chose ils se comprenaient, ils avaient quand même des références communes. Et ça a permis à Churchill quand même très vite de prendre la mesure de Gaulle. Et chose peu connue, il y a eu au cours de l'été 1940, il y a eu une véritable lune de miel entre eux. Ah oui. Ils déjeunaient ensemble très très souvent dans des clubs du centre de Londres. Et souvent, les collaborateurs de Churchill étaient obligés de venir à la fin du déjeuner en disant écoutez, vous avez des engagements, vous ne pouvez pas. Et c'est là où on a vu qu'il y avait une relation quand même très forte entre les deux et qui a permis à De Gaulle d'asseoir son autorité, puisqu'il a été, c'est grâce à Churchill qu'il a été reconnu très très vite comme le représentant des Français libres. C'était déjà une certaine forme de reconnaissance. Et puis avec aussi des avantages matériels qui allaient avec, dans le sens qu'il était abrité, qu'il avait des moyens financiers, enfin bon, certes pas considérables, mais enfin c'était quand même un début. Et je ne sais plus où on en était là. Oui, vous dites qu'il était... oui, ses relations avec Churchill. Alors, ces relations avec Churchill, elles se sont détériorées. Oui, elles se sont détériorées à mesure, si vous voulez, que De Gaulle a affirmé son autorité. Il y a une chose aussi qu'il faut rappeler et qu'on oublie, c'est que dès le lendemain de son appel historique là, du 18 juin, De Gaulle accueille de la manière suivante les gens qui viennent se rallier à lui en disant « Nous sommes ici pour poursuivre le combat contre l'Allemagne, mais aussi nous sommes là, et là je cite vraiment, pour défendre les intérêts de la France au besoin contre nos alliés. » Donc c'est très présent, si vous voulez, dans son esprit. Et ça explique toute sa démarche pendant la guerre, et ça explique du coup, évidemment, c'est la fluctuation de ses relations avec Churchill. Parce que Churchill, d'abord, dans un premier temps, il a essayé quand même, les ponts étaient coupés avec ce qui est devenu le régime de Vichy, mais il y avait quand même l'idée qu'on pouvait peut-être maintenir des contacts officieux, empêcher en tout cas que ce régime aille trop loin dans la direction de la collaboration. Enfin, même De Gaulle, d'ailleurs, jusqu'au début de 1941, a entretenu des relations souterraines un peu avec certaines personnalités de Vichy, dans l'espoir de les faire venir. Il a écrit même à Végan pour essayer de le persuader. Mais du côté anglais, évidemment, il y a une divergence d'intérêts parce que les Anglais sont obligés de tenir compte de certaines réalités. Et évidemment, ça expose De Gaulle à être fragilisé. Alors, c'est l'occasion, évidemment, d'incidents d'incidents mémorables comme celui auquel vous avez fait allusion. Il y a eu plusieurs conversations qui se sont très, très mal terminées avec des explosions de colère et à telle enseigne, comme vous l'avez dit, une fois l'interprète ou les interprètes qui étaient auprès d'eux sont sortis en disant qu'ils avaient affaire à deux choux. Enfin, il faut voir d'ailleurs
l'un et l'autre étaient des personnalités très, très fortes, très puissantes et, facilement irascibles. Donc on voit bien ce que pouvait donner un dialogue qui dégénérait entre eux. Alors, les Américains, c'est une autre affaire. Il y a cette phrase célèbre de Gaulle, vous nous rappellerez exactement à quelle date. Les relations avec Roosevelt ont été pour le moins difficiles, heurtées. Et De Gaulle a dit un jour, à propos, pendant cette période, je vais leur apprendre, il parlait des Américains, comment on écrit l'histoire. C'est quand même gonflé. Oui, il y avait, si vous voulez, pour comprendre ses relations avec les États-Unis, enfin avec Roosevelt notamment, il faut voir, bon, il y a des racines culturelles, évidemment, qui ne prédisposaient pas ces personnages à s'entendre. Il y avait quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, peu de liens finalement à l'époque entre l'Europe et les États-Unis. Il y avait eu la Grande Guerre, oui, mais enfin, puis on en voulait au fond un peu dans certains milieux aux États-Unis d'être venus, d'avoir paru voler la victoire. Enfin bon, c'était des relations quand même psychologiquement assez complexes. Et puis, il y avait aussi le fait que les États-Unis, dans un premier temps, considéraient, comme d'ailleurs l'Union soviétique jusqu'à jusqu'à l'invasion par l'Allemagne, le régime de Vichy comme le régime légal et légitime, finalement, de la France. Il y a eu un ambassadeur à Vichy, qui était d'ailleurs un proche de Roosevelt, jusqu'à fin 42. Et donc, avec l'idée aussi qu'il fallait, malgré tout ce qui pouvait se passer sur le plan intérieur, qui était notamment le statut des Juifs, etc., qu'il fallait essayer, dans la mesure du possible, d'éviter que ce régime n'aille trop loin dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne. Alors ça n'a pas marché, mais enfin c'était, si vous voulez, c'était quand même la préoccupation de Roosevelt. Et puis d'un autre côté, ce De Gaulle qui se prétendait représenter la France, pour Roosevelt, il faut bien dire qu'il ne représentait pas grand-chose. C'était quelque chose de... Et puis, il y avait aussi, s'ajoutait aussi le fait que, contrairement à ce que l'on croit, Roosevelt connaissait très bien la France. Il venait souvent en vacances, il parlait très bien français. Et donc, quand il était, je pense, on a des raisons de penser qu'il n'était pas francophobe, en fait, il était plutôt francophile. Mais l'écroulement de ce pays qui passait pour avoir la plus grande armée, l'armée la plus forte du monde, en 1940, en quelques semaines, l'a absolument sidéré. Et du coup, la France est devenue pour lui un pays de seconde zone, quoi. Alors, ce De Gaulle qui se démenait, qui prétendait qu'il incarnait la France, évidemment, pour lui, c'était une sorte de grain de sable, quoi, qui compliquait son jeu. Donc, si vous voulez, ils n'étaient jamais on pourrait impliquer leur relation à la théorie des ensembles, ils étaient jamais dans le même ensemble. Ils n'étaient pas à la même échelle. Et puis alors, il y avait aussi des différences de culture. La première fois qu'ils se sont rencontrés, donc physiquement, ça a mal commencé, c'était à Casablanca, à Anfa, plus exactement, oui. C'est un quartier d'Anfa. Après le débarquement allié en Afrique du Nord, après l'assassinat de l'amiral Darlan, qui était le successeur de Pétain, mais qui s'était trouvé à Alger fortuitement et qui avait joué le jeu des Américains, qui s'était démarqué un peu de Pétain, qui avait fini par être assassiné la veille de Noël. Et c'était à la suite de ça, le général Giraud, lui qui venait de s'évader d'Allemagne, qui était quand même un militaire de haut rang, avait été investi, il avait un titre assez bizarre, il était commandant en chef civil et militaire. Mais il avait surtout l'aval des Américains, c'était l'homme des Américains. Les Américains l'avaient. Et donc, cette conférence de Casablanca, De Gaulle l'avait très mal ressenti, d'abord parce qu'au début, il n'avait pas été invité du tout. Il a tellement tempêté qu'il a fini par être invité, mais il a été invité dans des circonstances très, très désagréables pour lui, parce que quand il est arrivé, on l'a mis dans une voiture américaine dont les vitres étaient pas, enfin, de façon à ce que personne ne le voit. Il était quasiment parqué, si vous voulez, et lui, il considérait qu'il était en territoire presque français, puisque le Maroc, à l'époque, était un protectorat français. Donc, il a très mal ressenti ça. Et la première rencontre avec De Gaulle, donc avec Roosevelt, se passe pas bien. D'autant plus que, petit détail,
on demande à Roosevelt s'il veut un interprète. Il dit non, non, moi je parle très bien français, je peux m'entretenir directement avec le général de Gaulle. Il parlait très bien français, mais il y avait des nuances évidemment qui lui échappaient. Et à un moment, de Gaulle dit, se compare successivement à, comme il le faisait souvent, c'était une sorte de figure un peu de rhétorique, il se compare à Jeanne d'Arc et ensuite à Clémenceau. Alors, Roosevelt était absolument ahuri et d'une façon un peu inconsidérée, il lui dit en tout cas, il faudra que vous choisissiez entre les deux rôles parce que ça ne va pas ensemble. Et puis il a répété ça, ça a été répété à De Gaulle, il a dit c'est vraiment un fou, il se prend pour Jeanne d'Arc, devant moi, il s'est pris pour Jeanne d'Arc, il s'est comparé à Jeanne d'Arc. Enfin, donc il y avait une incompréhension, si vous voulez, complète, et qui n'a fait que s'aggraver. Et puis il y avait toujours du côté américain ces soupçons. Faut bien voir même que 1943, on ne voyait pas De Gaulle, si vous voulez, partout comme on le voit aujourd'hui. C'était un personnage qu'on avait du mal à situer. Bon, en général, on voyait bien qu'il était venu de l'échiquier droit, enfin droite de l'échiquier plus exactement. Alors, il y avait ces bruits sur lesquels il était un officier d'obédience maurassienne. Puis alors, on le voyait entouré de politiciens de la Troisième République, certains politiciens de la Troisième République, qui étaient mal vus alors, d'un certain nombre de milieux traditionnalistes. Après ça, il jouait un jeu avec il y a eu les communistes ensuite qui sont entrés en masse dans la résistance et dont De Gaulle a tenu compte. Donc, si vous voulez, il y avait une image qui était assez brouillée. Alors, tout ça a fait que et puis, il y avait la volonté aussi des États-Unis de traiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France, pour Roosevelt en particulier, était un pays vaincu et au fond qui n'avait pas vocation à être présent le jour de la victoire. Et ça a été au fond tout le problème des différends qu'il aura de 1943 à sa mort avec De Gaulle et qui se manifesteront notamment au moment du débarquement allié en Normandie, puisque De Gaulle sera averti qu'à la dernière minute, et on voudra d'ailleurs lui imposer un rôle, enfin, et puis, il y a ces plans américains qui consistent à traiter la France comme un pays vaincu, avec une monnaie d'occupation, un statut d'occupation. Et évidemment, ça, De Gaulle ne veut pas l'admettre, parce que ça serait évidemment la fin de son entreprise. Éric Roussel, dernière question sur la Deuxième Guerre avant de passer au drame algérien, parce qu'on va encore parler environ 20 minutes. Qu'est-ce qu'on sait exactement, précisément, des réactions, dénonciations de Gaulle, de Londres, vis-à-vis de l'antisémitisme d'État de Vichy et du statut des Juifs et ce qui s'en est suivi? Je crois que là, si vous voulez, on dit souvent que le général aurait pu se manifester de façon plus claire. Ça me paraît quand même assez injuste parce qu'il faut tenir compte des circonstances et puis voir ça aussi par comparaison. Parce que le statut des Juifs, malheureusement, je ne crois pas qu'il ait été beaucoup dénoncé ni en Angleterre ni aux États-Unis. Et il n'y a aucun doute en revanche, que De Gaulle l'a clairement condamné et qu'il a exprimé sa solidarité, notamment, par exemple, à travers on envoie trace à travers des correspondances avec celui qui est devenu le grand écrivain, Albert Cohen, qui était je ne sais plus exactement quel était son titre, enfin, il était délégué du Congrès juif mondial ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a il y a des signes de la réprobation de Gaulle vis-à-vis de cette politique suivie par Vichy vis-à-vis des Juifs, qui sont assez clairs. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas c'était pas un thème qui était sans arrêt repris à la radio de Londres, ça c'est vrai. Mais encore une fois, c'était pas non plus, je crois, ça faisait pas partie de la propagande alliée. Puis il y avait aussi le fait que, il y avait des persécutions évidemment qui auraient dû
même avant la guerre. Il y avait quand même la nuit de cristal. Enfin, on savait quand même à peu près à quoi s'en tenir sur Hitler et vis-à-vis des Juifs. Mais c'était pas. On sait d'ailleurs que quand il y a eu la révélation de ce qui se passait dans ces camps, il y a eu une certaine, enfin même un refus de voir l'évidence, de considérer. Et même je crois que certaines organisations juives américaines, c'est bien connu, ont même dit à Roosevelt, quand les premiers, enfin avant évidemment que les camps soient libérés, mais quand la vérité a commencé à percer, il y a eu des personnalités proches de Roosevelt qui sont venues lui expliquer ce qui se passait. Et inversement, il y a eu je crois, des organisations juives qui lui ont dit que c'était sans doute exagéré. Donc, enfin, pour en revenir à De Gaulle, je crois qu'il a quand même manifesté, même si effectivement, on aurait pu penser que ça aurait pu devenir un des axes de la Résistance. Oui, oui, c'est ça, oui. Non, il faut bien dire que ça s'est pas fait, même si ça a été dénoncé à plusieurs reprises. Mais c'était pas le thème principal, ça c'est exact. Éric Roussel, donc il nous reste environ un quart d'heure, ça c'est pas beaucoup, mais le drame algérien, je voudrais insister quand même sur un point parce que qui est pas si connu que ça. Bon, là, c'est le problème des pieds noirs. Alors là, De Gaulle leur reproche d'avoir empêché l'octroi des droits aux musulmans et on ne peut pas dire qu'il était très empathique vis-à-vis d'eux. Non. J'insiste sur ce point parce qu'on n'a pas le temps de Oui, oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Bon, ça ne résume pas évidemment toute l'action de De Gaulle de 68 à 69. Je pense pas, c'est un aspect évidemment qui est assez quand même important et qui a laissé des blessures. Oui, il n'avait pas d'abord. Bon, De Gaulle était un homme du Nord, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, il n'avait pas d'attrait, enfin, il n'avait pas de grande sympathie pour les gens du Sud, je crois. Et quand il s'est trouvé au Liban, on voit bien, il n'est pas sensible comme on peut l'être, je sais pas, Lamartine, Barrès, enfin, ou Chateaubriand, à la poésie de l'Orient. Non, c'est pas quelque chose qu'il. Et quand il arrive à Alger pendant la guerre, alors on a dit beaucoup, quand il est arrivé à Alger en 1943, qu'il avait été mal accueilli par la population européenne. Ça n'a jamais été formellement prouvé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient plutôt pétinistes. Enfin, est-ce qu'ils étaient plus pétinistes que certains en France? Ça demanderait aussi à être. Je ne sais pas comment on peut le démontrer. Et en tout cas, ils étaient. Oui, il a eu l'impression de ne pas être bien accueilli. Et puis, il y a aussi un autre facteur, c'est qu'il me semble que la représentation parlementaire des Français d'Algérie, c'était essentiellement des radicaux de droite, comme on a pu l'être René Meyer, qui est devenu un des présidents du Conseil de la 4e République. Or, vraiment, les radicaux, c'était, on peut dire, sur l'échiquier politique, les gens qui étaient le plus éloignés de Gaulle. C'était autant De Gaulle pouvait s'entendre avec un communiste, parce qu'il y avait quand même des choses, il y avait des terrains sur le terrain oui, mais un radical, surtout de droite, lié au monde des affaires, alors ça, c'était quelque chose que De Gaulle ne pouvait. Enfin, et je pense que ça, instinctivement, hein, ça a dû jouer. Et puis, il en a voulu au pied noir, collectivement, il faut dire. Moi, sans doute de façon injuste, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont été broyés par l'histoire. Il y a certainement des personnalités importantes du monde pied noir qui se sont opposés. Oh là, mon téléphone, on me dit que mon téléphone, que la batterie est faible. Alors, bon. J'espère qu'on ne va pas avoir. Attendez, sinon je vais essayer de me rebrancher ailleurs. Oui, il les a rendus responsables au fond de la non-application du statut de 1947 qui prévoyait quand même une amélioration substantielle du sort de la population européenne et qu'il faut bien dire n'a jamais été
a été bloquée à la suite de la résistance de ces milieux politiques. Vous voulez dire sort de la suédois. population Oui. européenne ou musulmane? Comment? Vous avez dit sort de la population européenne. Non, je me suis trompé. Non, musulmane, pardon, Oui, pardon pour ce lapsus. oui. Oui. Voilà, donc, oui, il n'y avait pas de ça. Et puis, De Gaulle, d'une façon générale, De Gaulle n'aimait pas beaucoup qu'on lui résiste. Alors, les pieds noirs, bon, ben, ils étaient, même ceux qui n'avaient sans doute pas, en raison des souvenirs de la guerre, beaucoup de sympathie pour lui, en 1958, ils avaient comme considéré globalement que De Gaulle était le seul susceptible de maintenir l'Algérie française. Il y a d'où l'ambiguïté au moment de ce fameux discours « Je vous ai compris » sur le forum d'Alger. Bon, et puis, assez rapidement, De Gaulle a montré que l'Algérie française, c'était pas la ligne qu'il allait suivre, qu'il allait même suivre une ligne complètement opposée. À partir de ce moment-là, évidemment, l'évidence s'est imposée. Et il y a beaucoup évidemment de pieds noirs qui se sont retrouvés comme pris dans un piège, quoi, et puis qui ont eu des réactions violentes, inconsidérées, et, voilà, enfin, et qui tombaient souvent d'ailleurs vraiment sous le coup de la loi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de... C'est que ça n'a fait qu'au fond qu'exaspérer les sentiments de De Gaulle à leur égard, et encore une fois, de façon collective. Oui, il y a au moment des accords d'Évian, il y a des discussions au Conseil des ministres qui sont rapportées par Louis Ternoir, qui est le ministre de l'Information, dont j'ai utilisé les notes. Et elles ont d'ailleurs été rassemblées, ces notes, dans un petit livre que j'ai préfacé de Ternoir, qui a été édité aux éditions Eurocible en Normandie. Et il dit à Ternoir, la France ne doit rien à ceux qui se dressent contre elle. Et donc, il n'est pas enclin finalement à prendre beaucoup de précautions pour que la population européenne échappe au fond à une certaine vindicte du côté algérien. Ce n'est pas dit exactement comme ça, mais enfin, on peut dire qu'il n'y avait pas de sympathie, qu'il n'y avait pas de sympathie spontanée. Alors, nous n'avons pas le temps, hélas, de couvrir la guerre d'Algérie en 5 Oui. minutes. Mais un mot peut-être sur votre chapitre qui s'appelle « Contre l'Empire américain » qui peut trouver quelques résonances un peu aujourd'hui. On sait que le général de Gaulle était très hostile au commandement intégré. Ce sont des choses dont on peut encore discuter aujourd'hui. Ce que l'on a du mal à imaginer. Vous m'entendez? Non, Oui. une question sur le de Gaulle. Le mot sonne étrangement, mais le de Gaulle anti-impérialiste, c'est-à-dire le de Gaulle des années 60, sa politique étrangère qui tente de redonner de l'espoir aux dominés, celui qui s'opposera à la guerre du Vietnam, le discours de Phnom Penh au Cambodge, et cette idée, enfin finalement, qui l'aura poursuivi pendant une décennie, donc sa position par rapport à l'OTAN et de sortir du commandement intégré. Si vous voulez, tout ça se ramène à son attitude vis-à-vis des États-Unis. C'est bon, au moment de la guerre froide, alors au début de la guerre froide, De Gaulle n'est pas au pouvoir. Il est à Colombey. Il a fondé un parti un mouvement qui s'appelle le Rassemblement du peuple français. Et là, dans ce contexte de guerre froide, quand même très, très fort, très violent, De Gaulle comprend quand même qu'il faut une certaine solidarité avec les États-Unis. Il voit quand même le danger qu'en représente l'Union soviétique. Faut oublier que Staline n'est mort qu'en 1953. Hein. Donc, il y avait quand même une tension très, très, très forte, puisque dans les archives américaines, j'ai trouvé, ça donne une idée quand même du climat. On évoquait, un diplomate américain évoque la possibilité d'un exil du pape Pie XII aux États-Unis dans le cas d'une invasion de l'Italie par les troupes soviétiques. Donc, il faut se replacer quand même dans ce climat qui était quand même assez particulier, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Donc, De Gaulle était bien conscient qu'il fallait une certaine solidarité avec les États-Unis. Mais il ne fallait pas que cette solidarité soit permanente et
et aboutissent au fond à un lien permanent de suggestion, quoi. C'était ça. Or, quand il est arrivé au pouvoir en 1958, c'est vrai que c'était allé assez loin, qu'il y avait des bases américaines en France. C'était d'ailleurs des bases où les Américains faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Oui, je me souviens, le président Giscard d'Estaing, auquel j'ai consacré un livre, avec qui j'ai eu pas mal d'entretiens, me disait que De Gaulle un jour lui avait dit, il était absolument hors de lui, qu'il avait constaté que une haute personnalité américaine était arrivée en France par avion sur la base d'Évreux, sans demander à personne, sans se manifester, comme ça. Il circulait, si vous voulez, sans minimum de courtoisie, au moins, qui arrêtait. Donc, évidemment, ça exaspérait De Gaulle. Enfin, il n'y avait pas que ça. Bon, ça, c'est un petit détail amusant, si on peut dire. Mais non, et ce qui est très frappant, et c'est là où on voit, ça renvoie toujours à ce trait de caractère de Gaulle. J'insiste, moi, sur le fait que c'est une personnalité très construite, qui a imaginé son destin depuis longtemps, et que rien n'est laissé au hasard dans la démarche de Gaulle. Dès qu'il revient au pouvoir en 1958, il envoie un mémorandum au président des États-Unis, qui est Eisenhower, avec lequel d'ailleurs il a d'assez bonnes relations, parce que Eisenhower était le commandant en chef en 1944, et il s'était montré, à la différence de Roosevelt, plutôt sympathique envers De Gaulle. Il l'avait compris. Donc il n'avait rien contre Eisenhower, mais dans ce mémorandum, De Gaulle prend date en disant que l'organisation présente de l'OTAN n'est pas acceptable et qu'il faut que pour faire court, que les Européens, notamment les Français, s'affirment et qu'on mette fin finalement à cette tutelle nord-américaine. C'est ça Alors, dans l'immédiat, on est encore dans la guerre froide, donc De Gaulle est obligé aussi d'en tenir compte. Et il en tient compte, notamment quand il y a la crise de Cuba en 1962. Ça, c'est quelque chose qui est souvent souligné à juste titre, parce que ça montre quand même que si De Gaulle a été un allié difficile pour les États-Unis, il a été aussi un allié dans des moments difficiles, parce que là, c'était quand même un moment d'extrême tension où on pensait à la suite de l'installation de ces fusées soviétiques à Cuba, qu'une troisième guerre mondiale allait peut-être éclater. Et là, De Gaulle a eu une attitude impeccable vis-à-vis des Américains. Voilà. Mais ça ne remettait pas en cause, si vous voulez, ses objectifs. Il y avait toujours l'idée qu'il fallait s'affranchir de cette tutelle américaine. Et alors, ça explique finalement, dès qu'il a tourné la page du drame algérien, en 1962, De Gaulle commence à se polariser là-dessus. On peut dire que tout ce qui concerne la politique intérieure, bon, il s'y intéresse, mais enfin, c'est largement sous-traité par Pompidou, qui est devenu Premier ministre, qui s'occupe un peu de l'intendance. Mais vraiment, ce qui passionne De Gaulle, c'est de plus en plus la politique étrangère. Comment ? C'est clair. Oui, c'est clair. Et c'est flagrant, surtout à partir de sa réélection en 1965. Là, il y a un véritable crescendo, si vous voulez, qu'on voit, c'est ponctué par des épisodes célèbres. Il y a son attitude en 1967 vis-à-vis d'Israël. Israël, à l'époque, était traditionnellement proche de la France, et là, De Gaulle marque une réserve certaine, oui, vis-à-vis de la politique israélienne, qui était aussi, Israël était aussi un allié traditionnel des États-Unis. Et puis, quelques temps après, il y a la dénonciation à Montréal de la tutelle des anglophones sur le Canada, avec Vive le Québec libre, donc, qui a été interprété aussi, évidemment, comme un geste, disons, peu amical envers les anglophones en particulier, et puis les Américains. L'expression qui vous donne raison, parce qu'elle était très préparée, cette expression. Très préparée, oui, très préparée. Il avait préparé depuis, j'allais dire depuis tout. Enfin, il y a eu là encore un crescendo, quoi. Et on voit très bien que, au fond,
il a attendu le moment favorable, quoi. Mais c'est pas cette expression "Vive le Québec libre" n'est pas sortie comme ça par hasard de sa bouche. Et puis, il y a aussi toute la dénonciation du discours de Phnom Penh. Ça, c'est en 66, Phnom Penh, de la politique d'escalade américaine au Vietnam. Et donc, De Gaulle s'affranchit de cette... Puis il faut dire à l'époque aussi que la puissance américaine, c'était à l'époque où le président des États-Unis, Lyndon Johnson, et c'est quelqu'un avec qui alors, De Gaulle n'a absolument aucune affinité. Il a pu s'entendre avec Eisenhower, il avait une certaine considération pour Kennedy, mais alors Johnson, c'était pour lui, il a une expression, il en parle à Alain Perfit, c'est assez drôle, il dit « Oui, je vois qui est Johnson, c'est une sorte de cow-boy radical socialiste ». Alors, ça montrait vraiment le... Alors, il faut dire que Johnson n'était pas un modèle de finesse. Ils se sont rencontrés, je crois bien qu'une seule fois, au moment des obsèques d'Adenauer, et le président Lübke, qui était le président fédéral allemand, a été obligé de reprendre leurs mains, enfin de les obliger à se serrer la main. On voit que là, vraiment, les contacts étaient rompus, et De Gaulle était considéré alors à Washington comme quelqu'un un peu comme le diable, hein, qui un peu partout enflammait les peuples contre les États-Unis. Il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, le grand voyage qu'il a fait en Amérique du Sud, tout au long duquel il n'a cessé aussi de dénoncer la tutelle américaine sur ces pays. Donc il y avait l'idée, au fond, oui, qui a toujours été la sienne, qui peut-être, ça nous ramène un peu à Maurras, oui, l'idée que que le destin de la France était de prendre la tête de tous ces petits pays qui étaient soumis pour lui à une tutelle et de les affranchir finalement. Et le problème qu'a eu De Gaulle, c'est qu'évidemment, il n'avait pas toujours les moyens matériels, évidemment, d'aller jusqu'au bout de son projet. Parce qu'il y avait parce qu'il y avait, bon, ça nous entraîne trop loin, mais il y avait aussi un volet européen, parce que l'idée de Gaulle avait une idée de l'Europe, mais il l'a exprimé, c'était cette idée de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Alors ça ne pouvait pas se faire d'un seul coup, mais il avait assez bien vu quand même que le régime soviétique enfin oui, le communiste ne serait pas éternel et qu'il y aurait peut-être une évolution et qu'à partir de là, on pourrait envisager une sorte d'Europe des nations fondée sur la réconciliation du vieux continent. Mais alors vraiment contre les États-Unis. Seulement, il y avait un problème évidemment avec un pays comme l'Allemagne, qui était désarmé de par le sort des armes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dont toute la défense reposait sur les États-Unis, et qui évidemment ne voyait pas pourquoi elle aurait renoncé à cette défense face à un voisin russe quand même assez menaçant, alors que la France ne lui proposait pas grand-chose. Donc ça s'est heurté finalement à à une absence de moyens matériels, et puis aussi au fait que il y a eu en 1968, oui, le second coup de Prague, enfin l'invasion de la Tchécoslovaquie, qui a un petit peu démenti, si vous voulez, l'évolution que De Gaulle attendait. Alors, cher Éric Roussel, je vais vous demander de conclure et en quelque sorte de faire une petite synthèse et peut-être aussi de vous demander votre avis personnel. Donc, on n'a pas le temps de couvrir 68, c'est tellement plein de rebondissements. Le titre de votre chapitre, c'est « Blessé mais triomphant ». Et après, vous avez un autre chapitre qui s'appelle « L'envol de la légende ». Alors, vous, Éric Roussel, qui avez écrit sur Jean Monnet, sur divers présidents, le président Giscard d'Estaing, le président Sarkozy, et qui est quand même le principal biographe du général de Gaulle, après Jean Lacouture et quelques autres, mais enfin, votre dernier livre, là, que je citais au début de notre rencontre, celui qui a été repris chez Tempus, le prouve. L'envol de la légende, mais pour vous,
pour vous, puisque vous terminez en disant De Gaulle est grand, en énonçant en quoi il est grand vis-à-vis de l'homme de pouvoir et de son rapport à l'État, vis-à-vis de sa politique étrangère. Et que reste-t-il pour vous, j'allais dire, au-delà de la légende, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, De Gaulle est une légende pour beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez principalement, vous qui avez fouiné dans toutes les archives, entendu tous les témoins d'une certaine manière, et qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui du général de Gaulle, et en quoi peut-il non pas nous être utile, mais peut-être nous, comme une armée de réserve, nous servir un petit peu d'espoir? Oui, je crois que ce qui reste, c'est évident, c'est d'abord cette initiative inouïe qui prend en juin 1940. Ça, c'est quelque chose c'est un geste unique dans l'histoire. Je crois qu'il n'y a pas pratiquement, il n'y a pas de précédent. Quelqu'un qui, encore une fois, ne représentait quasiment rien et qui réussit complètement désarmé 4 ans plus tard, à ranger la France dans le camp des vainqueurs, et au fond par sa seule intelligence, parce qu'il n'a jamais eu énormément de moyens, et même jusqu'au bout, finalement, il s'impose, même à la veille du débarquement allié en Afrique du Nord. Si son rôle avait été tenu par quelqu'un d'autre, il est probable qu'il n'aurait pas pu s'affirmer comme ça. C'est parce qu'il était de Gaulle, qu'il avait cette détermination, qu'il a réussi finalement à s'imposer par la volonté, par le verbe. Et bon, ça, c'est un exploit tout à fait extraordinaire. Et ça peut être une source quand même d'inspiration aujourd'hui, parce que c'était tout de même cette initiative pour se représenter ce qu'était la défaite de 1940. Encore une fois, c'est la défaite la plus lourde qu'ait jamais connue la France au cours de son histoire. Le territoire en grande partie envahi, et puis envahi par un ennemi quand même qui était pas non plus un ennemi banal, si on peut dire. Enfin, c'était vraiment une barbarie épouvantable. Donc là, vraiment, je crois que c'est... D'ailleurs, il y a une sorte d'unanimité maintenant autour de cette initiative du 18 juin 1940. Alors, ce que je dis aussi dans ce livre, c'est que, si vous me permettez de me citer, c'est que d'une certaine façon, finalement, il y a 2 personnages, à mon avis, chez De Gaulle, tel qu'on le voit aujourd'hui. Il y a l'homme de la légende, et puis, on l'oublie un peu, ça a été un très grand homme d'État. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que finalement, le héros de légende fait de l'ombre à l'homme d'État. C'est-à-dire on ne voit plus finalement, un peu dans le détail, tout ce qu'a pu faire De Gaulle. Et notamment, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui reste, sur lequel on vit encore en partie, toute l'œuvre de reconstruction à laquelle il s'est livré lors de son retour au pouvoir en 1958. Tout le train de mesures, quelquefois des mesures d'ailleurs très... Je parle, par exemple, la réforme des études de médecine. Enfin, il y a énormément de choses. Toute la société française a été affectée par ce train de réforme, et qui en quelques années, alors bon, la 4e République avait quand même réussi à remettre la France un petit peu sur les rails, mais il faut dire que De Gaulle a quand même formalisé ça. Il a rétabli quand même aussi une économie, des finances qui ont permis à la France aussi de retrouver une certaine souveraineté. Et là, il y a vraiment eu une œuvre durable sur laquelle on n'insiste pas, à mon avis, assez. Et cette période 58-69, bon, il y a eu des... faut pas non plus... c'est vrai, il y a la part d'ombre. C'est vrai que De Gaulle était... comment dire, peut-être qu'on l'admire d'autant plus qu'on n'arriverait plus à supporter son mode de gouvernement, parce que c'est vrai qu'il était assez autoritaire. Il est évident que le mode de gouvernement de Gaulle n'est plus, à mon avis, du tout adapté à ce qu'on appelle l'archipel français. Ce serait quelque chose de... C'était adapté... De Gaulle est un homme qui est plus près de Richelieu du président Macron. Mais toute cette œuvre
1958 à 1969 est quand même assez impressionnante. Alors on peut dire qu'il a été servi par les circonstances, la fin de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Il y a quand même eu une action quand même positive de sa part, surtout si on compare avec ce qui se passe dans des pays comparables. Par exemple, l'Angleterre, à la même époque, avec une politique très différente, on peut dire qu'elle plonge complètement et qui n'est pas du bon côté. Donc ça, je crois quand même qu'il faut le souligner. Bon, le dossier, l'affaire algérienne, elle a été réglée. Vous l'avez suggéré, à un coût humain élevé. Est-ce que quelqu'un aurait pu le régler autrement? C'est vrai que De Gaulle n'a pas fait preuve de beaucoup de compréhension vis-à-vis des victimes de l'histoire, finalement, que ce soit les harkis ou les pieds noirs. Ce n'était pas un homme de pardon, c'était un homme dur. Et vous savez, pour réussir ce qu'il a réussi pendant la guerre, il ne fallait pas non plus être. De Gaulle, ce n'est pas un héros de patte de guimauve, hein, c'est un homme qui décide et qui a voir d'ailleurs, même physiquement, le visage. C'est un visage un peu de reître. Voilà, il ne faut pas oublier, c'est un grand politique, mais c'est d'abord un militaire. Hein. Et dans sa façon de fonctionner, de gouverner aussi, ça reste assez sensible. Dernier mot cette fois-ci, et vraiment dernier mot. De Gaulle écrivain, je sais que vous préférez, comme beaucoup de gens, les mémoires de guerre aux mémoires d'espoir. De Gaulle écrivain, et qu'en pensez-vous? Oui, je crois que c'est un écrivain important, c'est en tout cas au XXe siècle et le plus grand mémorialiste, en tout cas en matière dans le registre qui était le sien, c'est-à-dire si on compare ses mémoires, je sais pas moi, à ceux de Poincaré ou même aux écrits de Clémenceau, Clémenceau n'était pas un écrivain, c'était une formule de Poincaré. Poincaré disait Poincaré est un mauvais écrivain né. Non, Clémenceau est un mauvais écrivain né, pardon. Non, De Gaulle travaillait beaucoup. Son premier jet était souvent un peu amphigorique, un peu boursouflé. Il en avait conscience et il travaillait beaucoup. Et il y a des scènes. Alors, dans les mémoires de guerre, il y a des scènes. Enfin, moi, ce que je préfère, par exemple, c'est les portraits. Il y a des portraits extraordinaires. Le portrait de Staline, par exemple, c'est absolument. Où on perçoit d'ailleurs une fascination qu'on voit pour ce personnage qui a sa part de monstruosité, mais enfin qui est décrit, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il y a aussi ce qu'on oublie, c'est l'humour de Gaulle. Et il y a des pages, on le retrouve dans les mémoires de guerre. Il y a par exemple, il évoque en 1940 le ralliement de personnalités de la Troisième République à la France libre, et il parle de Pierre Cotte. Pierre Cotte, qui était un homme politique assez brillant, qui venait de la frange gauche du Parti radical, et qui, bon, on le sait maintenant, était assez proche des soviétiques. Et De Gaulle écrit, M. Pierre Cotte se propose, quant à lui, de se livrer à n'importe quelle tâche, y compris laver l'escalier, mais il était trop voyant pour que cela fût souhaitable. Et alors, donc, on voit tous les sous-entendus qu'il peut y avoir. Et ce qui est très frappant aussi, c'est dans l'appréciation que De Gaulle porte sur les uns et les autres, souvent sur des personnalités et avec qui il a eu des relations très difficiles. Il s'efforce toujours, c'est ça qui est assez frappant, d'être quand même juste. Autant il pouvait, comme ça, dans la conversation, c'est ce que rapporte Perfit, d'être assez spontané, dur. Autant, lorsqu'il écrit ses mémoires, on voit bien où il veut en venir. Par exemple, il y a un portrait de Pompidou dans les Mémoires d'Espoir qui laisse bien voir en demi-teinte tout ce qui a pu la dégradation de leur relation. Mais enfin, c'est tout de même c'est équilibré, c'est balancé, et il y a quand même il y a un souci aussi lorsqu'il écrivait, il s'entourait de beaucoup de précautions. Il n'avait pas de nègres, mais il avait quand même des gens qui lui préparaient des dossiers de façon à ce que d'un point de vue historique, son récit puisse tenir la route. Non, il y a vraiment mais je trouve que c'est dans le portrait finalement qu'il était le meilleur. Mais il y a différents registres. C'est assez frappant. Il y a des changements de registre. Par exemple, la fin des mémoires de guerre, vieil homme, vieille terre, etc. Ça a des accents plutôt barésiens. Et il y a d'autres passages
ont un ton plus libre et qui sont peut-être plus séduisants finalement. Et vous-même, vous avez lu tous les discours? Oh, j'en ai lu, oui, je crois que j'ai lu un peu. Tous, je ne sais pas si absolument tous ont été rassemblés. Il y en a parce qu'il y a des discours de circonstances qui n'en ont pas été toujours. Puis il arrivait, bon, à De Gaulle, il a fait tellement de discours que quelquefois il lui arrivait d'être en mal d'inspiration. Bon, c'est bien connu. Il est à Fécamp. Il dit je salue Fécamp, port de mer, et qui entend rester. Bon, là, il était il n'était pas très bien inspiré. Ça lui arrivait. Mais enfin, en général, il avait quand même l'art des formules et là encore, si vous voulez, ça reposait sur beaucoup sur beaucoup de travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin quand il revient au pouvoir en 1958, je ne dis pas qu'il est aveugle, mais enfin, il voit très très mal. En tout cas, quand il n'a pas ses lunettes, il est incapable il reconnaît personne. D'ailleurs, il confond, il dit bonjour monsieur le curé à l'un de ses gorilles, et il ne le reconnaît pas dans la foule, enfin, donc il est vraiment handicapé. Ça veut dire que quand il fait un discours, notamment en public, notamment une conférence de presse, il est obligé de tout apprendre par cœur. Et c'est un exercice, quand on voit la maîtrise dont il fait preuve, c'est quelque chose de... Alors, Éric Roussel, on va en venir aux questions. Je terminerai Oui. juste, alors, cette fois-ci pour de bon par une phrase, un trait d'humour. Nous sommes plutôt à la fin des années 60. Le général de Gaulle survole Paris avec Paul Delouvrier, qui est l'ancien gouverneur général de l'Algérie. Et vous savez que, bon, de Gaulle s'inquiétait un peu d'une modernisation outrancière, même s'il la défendait. Il trouvait que la vie matérielle prenait une place de plus en plus grande. Bref, là, il découvre en hélicoptère la situation de la capitale et de la banlieue, notamment des grands ensembles, et il se tourne vers ce monsieur Delouvrier. Il voit en hélicoptère donc toutes les constructions, tout ce qui a changé, enfin disons depuis qu'il a accédé au pouvoir, et il dit « Delouvrier, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel ». Voilà. Oui, parce que Delouvrier était chargé de l'aménagement de la région parisienne. Et cette tournée en hélicoptère, ça a été le début de ce que. Mettez-moi de l'ordre dans ce bordel. Voilà. C'est assez actuel, parce que si l'on songe à ce qu'il faudrait faire pour le Grand Paris. Oui. Je voulais terminer là-dessus momentanément notre dialogue. Mettez-moi de l'ordre dans ce bordel. Voilà. Alors, les questions, je suis désolé, nous avons été un petit peu longs, mais bon, nous n'avons pas tous les jours Éric Roussel, et puis bon, la vie du général de Gaulle. Moi, j'ai peut-être été un peu long dans mes réponses, pardon. Vous êtes pardonné. Alors, la conversation, qui est là, qui n'est pas là, comment vais-je recevoir les questions? Non, merde, je suis sorti de la réunion. Alors, voilà. C'est envoyé déjà, mais je ne les vois pas. Alors, attendez. Personne ne me parle, donc converser. Question 1. Ah, alors, je vais les synthétiser. Question comment expliquer le maintien de ces légendes? Oui, peut-être on peut commencer par celle-ci, les autres je les regrouperai. Une question, comment expliquer le maintien de la légende autour du général de Gaulle dans une société oublieuse de son histoire? Oui, c'est-à-dire non, parce que la question, comment dire, la légende, c'est pas forcément l'histoire, c'est justement une simplification en général. Donc, c'est vrai que la légende, aujourd'hui, pour dire la vérité, il est très difficile d'avoir un débat vraiment sur l'action du général de Gaulle, parce qu'au fond, il y a une sorte d'unanimité nationale autour de son action, et on ne fait pas le détail. On l'a un peu fait là, grâce à vous, au cours de cette conversation, mais c'est relativement rare. Par exemple, alors la période de la guerre, n'en parlons pas, c'est absolument pratiquement impossible d'avoir, il n'y a plus aucun débat sur même on peut dire,
bon, De Gaulle avait globalement raison, mais quelquefois, bon, il a peut-être fait preuve vis-à-vis des Anglo-Saxons d'une certaine incompréhension. Il aurait pu plus. Est-ce qu'il avait toujours besoin d'aller aussi loin dans l'intransigeance qu'il considérait, encore une fois, comme sa seule arme? Bon, ça peut se discuter, ça pourrait être le thème de colloque historique. Il faut dire que ces colloques n'ont pas lieu, qu'il n'y a aucune. Donc, ce qu'on reconnaît, je pense que si vous voulez, tout ça renvoie à l'état de la société française aujourd'hui. Oui. La société française, elle n'a plus rien à voir, enfin, elle est très, très changée par rapport à celle que De Gaulle a connue. Qu'il a connu d'ailleurs jusqu'en 68, parce qu'on voit au fond 68, c'est l'apparition d'un autre monde, et un monde dans lequel De Gaulle aurait eu difficilement sa place, enfin à mon avis, parce que ça repose sur une culture différente. D'ailleurs, il le comprend mal, hein, il y a ce retournement à la fin. On voit qu'il est quand même un grand homme, il réussit à redresser la situation, mais enfin tout au long des événements, il dit lui-même, la situation est insaisissable. Ce sont des notions qui lui... Comprenez, lui qui a été affronté à de tels événements pendant la guerre, il a du mal à comprendre que des étudiants revendiquent le droit au plaisir, je sais quoi, voilà, des choses qui lui paraissent complètement absurdes. Et donc il y a une incompréhension totale. Et peut-être que je pense que l'envol de cette légende est lié au fait que la société française actuelle est très émiettée et nourrit un doute sur enfin, c'est une banalité de dire ça, sur son avenir. Donc, dans une période de doute, on se raccroche à des figures tutélaires et évidemment, on les simplifie. Merci beaucoup. Une question sur les rapports Pompidou-De Gaulle. Pourquoi la Libération a-t-il eu besoin de recourir au service de Pompidou qui n'était pas à Londres? Vous savez, de Gaulle, Pompidou n'a pas été le seul. Hein, si vous considérez les premiers ministres que De Gaulle a eus. Il a eu d'abord Debray. Bon, Debray, on le sait, enfin, n'a pas toujours été. Au début, il était plutôt du côté de. Il est entré en résistance, mais enfin, pas tout de suite. En tout cas, il n'était pas à Londres. Pompidou, c'est bien connu, il s'est tenu à l'écart de tout cela. Quant à Maurice Couve de Murville, qui était le dernier premier ministre du général après avoir été pendant 10 ans son ministre des Affaires étrangères, lui, il avait un poste très important à Vichy, puisqu'il était directeur du mouvement des fonds au ministère des Finances. Donc, ça ne. Est-ce qu'on ne peut pas dire même finalement que le fait d'employer, si vous voulez, d'avoir recours à des personnalités qui n'étaient pas, qui ne venaient pas de Londres, était un gage de fidélité finalement dans l'application de la politique de Gaulle. C'est quand même assez flagrant de voir que, regardez les gens qui ont rejoint De Gaulle après le 18 juin, ils sont presque tous trouvés en opposition avec lui ou relégués dans des fonctions secondaires. Raymond Aron, par exemple. Oui, alors Raymond Aron, mais par exemple, on l'a oublié, bon, c'est un personnage qui est peu connu aujourd'hui, René Pleven, qui a été président du Conseil de la 4e République, qui était un modéré. Il était le numéro 2 de la France libre. Et il y a un écrit, enfin un papier du général qui se trouve aux archives nationales qui dit pendant la guerre, s'il m'arrive malheur, la France libre doit être, M. Pleven est mon successeur. Or, Pleven s'est tout de suite affranchi de Gaulle, il s'est même opposé frontalement à lui. Donc, il y a eu De Gaulle n'a pas eu autour de lui que des gens qui l'avaient rallié pendant. Très bien. Une question, peut-être Gilbert veut poser une question? Non, je ne sais pas s'il m'entend. Non, c'est... une question sur le style de l'écrivain.
Je ne comprends pas trop la question. Est-il affirmatif, interrogatif, passif, actif? Me demande cette personne. Comment qualifier, oui, le style du général de Gaulle, qui est un style On peut dire classique. un style souverain. Souverain. Je crois que c'est ça qui résume les. Oui, c'est un. Ça, j'évoquais tout à l'heure Richelieu, et c'est vrai qu'en souvent, on pense au grand siècle, effectivement, Oui, en disant, oui, oui, classique, quoi. Souverain et classique, oui. au sens du classicisme français. Allô? Bah pour l'instant, c'était à peu près les questions que j'avais, parce que une question qui était une remarque sur tout simplement quelqu'un qui disait qu'il avait vu De Gaulle avec Lambert Wilson à Arras et qu'il y avait énormément de gens de tous âges, souligne cette personne, ce qui était impressionnant. De tous âges, donc vous voyez, tous âges à Arras, c'est-à-dire toute Oui, génération. oui. Oui, il faut dire que c'était une bonne idée de saisir De Gaulle, justement, au moment où il va entrer dans l'histoire. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de fascinant, comme je disais tout à l'heure, de voir c'est une performance incroyable au milieu de cette défaite, ce quasi-inconnu qui s'empare de la légitimité, finalement, qui ramasse la légitimité que tout le monde a laissé tomber et qui va en être le garant pendant 4 ans. Et au fond, c'est ça que raconte ce film, en mêlant enfin une histoire un peu plus intime, oui, qui est peut-être moins convaincante à mes yeux. Mais enfin bon, ça c'est une question de goût. Eh bien, Monsieur Roussel, nous allons conclure. Et ben, merci beaucoup de cet Non, entretien. c'est moi qui vous remercie de vos questions très, très Merci. pertinentes. Et je conclus en disant que, encore une fois, en citant votre dernier livre, donc De Gaulle, monument français, paru aux éditions de l'Observatoire. C'est une magnifique synthèse. Et Charles de Gaulle, aux éditions Tempus, ça c'est la biographie qui est reparue récemment parce qu'elle est complétée par rapport à l'édition originale par de nombreuses archives et témoignages qui n'étaient pas dans la précédente. Et c'est un livre chez Tempus qui vaut 16 € et le De Gaulle monument français, il vaut 18 €. C'est assez bizarre parce que la bio est énorme et 600 pages et celle-là est Oui, là, c'est donné, c'est vrai que c'est pas proportionnel. pas proportionnelle. Voilà, merci à tous. Donc on peut, je vous rappellerai de toute façon Éric Roussel, Oui, mais là nous pouvons conclure et à bientôt. Donc merci merci, encore. merci. Merci.